C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes des radios juives parisiennes. Pour comprendre une partie des manchettes et des titres dans la presse israélienne de ce matin, il faut tenter d'abord d'expliquer la nature des allègements fiscaux obtenus hier par Binyamin Netanyahou, plus exactement grâce à la commission des finances de la Knesset, des allègements qui ont suscité, il faut bien l'avouer, une polémique très vive en Israël. De quoi s'agit-il très exactement? La commission des finances de la Knesset a en effet validé hier à une majorité de voix la demande du Premier ministre Binyamin Netanyahou de lui restituer des taxes qu'il avait payées à l'État jusqu'en 2017 pour un montant d'un total d'environ 1 million de shekels. 8 députés de la commission ont voté en faveur de cette décision, 5 s'y sont opposés, et à noter que les représentants du parti bleu-blanc, donc dans la coalition gouvernementale, n'ont pas participé à ce vote. Il s'avère en effet que jusqu'en 2017, Binyamin Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël, a payé à l'État des impôts sur l'utilisation de sa villa privée à Césarée, sur l'utilisation de sa limousine de fonction. Et oui, cela peut paraître surprenant, mais c'est vrai. En 2018, une loi votée par la Knesset a dispensé le Premier ministre de verser ses taxes à l'État, et cette loi a été votée après que, dans l'histoire de l'État d'Israël, aucun Premier ministre, à part Netanyahou, n'ait eu besoin de payer des impôts sur des services fournis dans le cadre de sa fonction dans un appartement privé ou une maison privée. Pour illustrer ce dossier, imaginons que Binyamin Netanyahou invite à dîner dans sa villa à Césarée une très haute personnalité étrangère. Eh bien, jusqu'en 2017, il devait payer des impôts sur les repas qu'il avait commandés pour cet invité, ce qui, il faut l'avouer, paraît incohérent. Comme l'indiquent plusieurs commentateurs ce matin, il y avait donc de la part du Premier ministre une logique réelle à réclamer de l'État et même à obtenir la restitution de ces impôts payés. Là où le bas blesse, et c'est probablement ce qui a provoqué le débat et les critiques que l'on peut lire par exemple ce matin en manchette du Yediot Ahronot et à l'intérieur du Israël Hayom, c'est surtout le timing. Il est indigne, affirment ces critiques, de la part d'un Premier ministre de se voir restituer 1 million de shekels de déduction d'impôts alors que des centaines de milliers d'Israéliens sont au chômage, que des centaines de milliers d'autres sont au bord de la faillite en raison de la crise économique liée au coronavirus. Le Yediot Ahronot, qui consacre 3 quarts de sa une de ce matin à ce dossier, titre « Les allègements fiscaux de Netanyahou fait face aux déceptions des indépendants ». Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un Premier ministre récupérer 1 million de shekels alors que les citoyens de son pays sont asphyxiés par l'incertitude de leur situation économique, écrit Merav Batito ce matin dans le Yediot Ahronot. Face à Binyamin Netanyahou, le Yediot évoque le cas d'Edi Felbenik, qui est nutritionniste et qui affirme avoir gagné en mai dernier 560 shekels à peine, un petit peu plus de 120 euros. Si le Premier ministre a des difficultés pour boucler son mois, nous avons des difficultés pour boucler un jour. Il est grand temps que l'État se réveille et mette la main à la poche afin de sauver les petites et moyennes entreprises qui s'effondrent les unes après les autres, affirme Edi Felbenik ce matin en première page du Yediot Ahronot. En page intérieure, le Israël Hayom lui cite le député Likoud Shlomo Karaï, qui est très proche de Binyamin Netanyahou et qui justifie la dispense accordée hier par la commission des finances au Premier ministre. Il rappelle que le fait que la décision ait été votée est dû à une procédure technique, mais que depuis 1982, les premiers ministres israéliens sont dispensés de payer des impôts pour les frais dans leur résidence ou appartement privé. Et il explique que lorsque le Premier ministre arrive dans sa villa privée de Césarée, par exemple, il ne devient pas, selon lui, un citoyen privé, mais reste le Premier ministre de l'État d'Israël, et donc il est totalement illogique qu'il se voit imposé pour des frais occasionnés lors de son séjour dans cette résidence. Face à lui, l'ancien ministre Yossi Beilin titre « Comment est-il possible que Binyamin Netanyahou n'ait pas honte ?» Il s'agit d'une décision qui se rapporte à un homme qui est millionnaire et qui est rétroactive et surtout qui intervient au cœur de l'une des crises économiques les plus dures de l'histoire du pays. La question de la honte ou non du Premier ministre, Yossi Beilin en rajoute une seconde, la question de la honte des députés bleu-blancs qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ont tout simplement déserté le vote de la commission afin de ne pas avoir à cautionner une telle démarche. Quant au Haaretz, il consacre son éditorial central à ce développement et l'intitule «
1 shekel par chômeur, 1 million de shekels de déduction d'impôts pour Netanyahou, pour 1 million de chômeurs à la suite de la crise du coronavirus. Voilà donc pour ce débat dans lequel on peut trouver du pour et du contre des deux côtés, mais dans lequel il est évident que le timing a un poids déterminant, car même s'il y a une logique à ce que M. Netanyahou reçoive des déductions d'impôts sur ses frais de résidence privée, il est évident que les récupérer dans la conjoncture actuelle, économique actuelle, peut apparaître comme embarrassant, pour ne pas dire déplacé. Le second dossier ce matin dans la presse israélienne est celui du coronavirus, avec une nouvelle augmentation du nombre de malades. 459 pour la dernière journée. Ce chiffre s'inscrit en grand dans la première page de Israël Hayom, qui rajoute progression inquiétante de l'épidémie, une progression qui a contraint le cabinet restreint à décider de limiter la circulation dans la ville d'El-Had, près de Petah Tikva, et dans certains quartiers de Tibériade, dans lesquels le nombre de malades a considérablement augmenté. Les sites d'information affirment que Benyamin Netanyahou envisage une réunion d'urgence du gouvernement aujourd'hui et la réinstallation sans délai des systèmes technologiques de traçage utilisés par le Shin Bet au début de la crise. Le Yediot Aharonot lui évoque en première page la ville d'Elat, qui est sortie de la crise, qui l'a paralysée pendant 2 mois, après la réouverture des hôtels qui, dans certains cas, affichent complet et sont pris d'assaut par des Israéliens qui, on le sait, sont privés de séjour à l'étranger. Le journal annonce que c'est aujourd'hui que l'observatoire sous-marin et la baie des Dauphins d'Elat rouvrent leurs portes, et les habitants d'Elat prient pour que cela dure et que le coronavirus ne revienne pas les voir prochainement. Autre titre majeur que l'on retrouve ce matin en une du Israël Hayom, la réunion très importante aujourd'hui à la Maison-Blanche autour du dossier de l'annexion, en présence de Jared Kushner, Avi Leibovitch et David Friedman. À l'ordre du jour, une question: doit-on valider le plan d'annexion de Benyamin Netanyahou ou bien doit-on réduire son volume? Les conseillers du président Trump devront mesurer les répercussions régionales d'une telle démarche. À Jérusalem, on estime qu'en dépit des menaces très fermes de la part du monde arabe, la démarche de souveraineté initiée par Benyamin Netanyahou ne devrait pas provoquer de tensions à long terme. Certes, il y aura des protestations, mais elles seront limitées dans le temps, affirme-t-on. Caroline Glick qui écrit ce matin que la décision américaine sera conditionnée par la situation politique de Donald Trump, tandis que Mati Tourfeld affirme que toute décision prise à Washington pourrait rapprocher Israël de nouvelles élections législatives. Le Maariv lui consacre sa page d'ouverture à une nouvelle attaque contre des hangars d'armes en Syrie, un double raid aérien qui a été imputé à Israël et qui se serait produit selon des sources syriennes hier soir dans la nuit dans le sud de la Syrie. Les hangars ont été détruits. Selon des sources étrangères, ce raid aérien se serait produit quelques heures à peine après l'arrivée à l'aéroport international de Damas d'une importante cargaison d'armes en provenance d'Iran, et donc il serait bien entendu imputé à Israël, alors qu'Israël bien entendu ne réagit pas à ce genre d'informations. 2 titres liés aux médias israéliens, et pour terminer cette revue de la presse, les sites d'information ont en effet mentionné hier une déclaration du chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, qui a demandé au ministre de la Défense, Benny Gantz, d'envisager de modifier le statut de Galei Tzahal, la radio de l'armée, et même d'envisager sa fermeture ou même de la faire passer dans la vie civile, dans le civil, parce que la radio de l'armée israélienne suscite de vives polémiques, de vifs débats dans la société israélienne, alors que l'armée est par essence censée représenter une forme de consensus. Par ailleurs, hier, lors d'une manifestation de militants du Likoud contre la Cour suprême devant le musée de Tel Aviv, des militants de droite ont menacé le journaliste Amnon Abramovitch de la chaîne 12, et celui-ci a dû finalement quitter les lieux précipitamment sous escorte de la police. Ce matin, le président Rivlin et le ministre de la Défense Benny Gantz ont condamné très fermement cette agression. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin.